dans le Web3, là, il y a la régulation aujourd'hui, tout ce qui est financière. On y arrivera à la régulation sociale au droit du travail. Je suis persuadée de ça qu'on y arrivera. Plus facile à dire qu'à faire, parce que qu'est-ce que ça veut dire équilibrer ? Comment est-ce qu'on crée de l'équilibre lorsqu'on est sur quelque chose où le focus est, par exemple, attaquer un marché ou s'assurer de prendre une position sur le marché ? Est-ce que c'est la technologie qui va influencer l'évolution sociale ou est-ce que c'est l'évolution sociale qui permet d'influencer la technologie ? Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Safia. Ça va ? Comment tu vas ? Très bien, tranquille. C'est un plaisir de te voir. Et même pour la petite histoire, moi j'aime bien raconter un peu les petites histoires. Il s'avère qu'au final, on était ensemble au lycée. Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast avec la même passion du Web3. Comme quoi. L'objectif aujourd'hui, on va parler un peu RH. Comment est-ce que le monde des ressources humaines fonctionne avec le monde du Web3 ? Mais avant tout ça, j'aimerais connaître un peu plus, savoir comment tu veux que le public puisse te connaître. Écoute, c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel, mon cursus, d'évoluer dans différents types d'organisations. Donc j'ai eu la chance de travailler dans le milieu associatif, en usine de production et puis aussi dans un grand groupe. Et c'est en fait la richesse de toutes ces expériences-là qui m'a donné envie de vouloir en fait amener des nouvelles pratiques, mais beaucoup plus innovantes dans les ressources humaines, ce que je ne retrouvais pas dans mes expériences passées. Et à partir de là, j'ai voulu m'intéresser à d'autres sujets, à d'autres connaissances. Et c'est comme ça que j'ai intégré en fait de nouvelles postures. Donc je me suis formée au coaching. Quand j'intégrais maintenant dans mon parcours de travail, beaucoup plus la question du questionnement pour amener les personnes à la conscientisation, pour pouvoir évoluer. Et puis, j'ai appris à intégrer aussi les neurosciences, d'abord par le volet de la motivation. Et très vite, je me suis rendu compte que derrière la motivation, il y avait la question de la décision. Et du coup, je me suis formée aux neurosciences neurodécisionnelles. Ok. Donc voilà. Et comment on se forme aux neurosciences neurodécisionnelles ? Tu te formes, tu commences par lire, et puis après tu as des formations, et après tu passes des maîtrises. Ok, et, c'est des diplômes c'est des certifications. Non, par des centres de formation. Ok. Ouais, par des centres de formation. Ok. Donc ça, c'est un peu mon parcours de vouloir toujours amener des nouvelles pratiques innovantes en fait dans notre manière de travailler. Comme le monde évolue, comme il faut aussi qu'on fasse évoluer nos pratiques. Et puis, peut-être la question, c'est comment je suis arrivée dans le Web3. Ouais, aussi. Ça, c'est aussi intéressant. Si tu veux, je travaillais avec des équipes sur toutes les questions de l'empowerment. Et en fait, chaque manager avait une définition très différente de ce qu'était l'empowerment et comment ils l'appliquaient surtout dans leurs équipes. Et un jour, je scrolle sur LinkedIn, comme je pense que tout le monde fait. C'est un incontournable. Et puis, je tombe sur un mémoire. Et le mémoire, c'est sur l'empowerment et les outils 3.0, donc les outils du Web3. Je commence à lire ce mémoire et en fait, je ne comprends rien. Parce qu'on parle de blockchain, on parle de smart contract, de NFT. Je dis, je vais quand même prendre contact avec eux. Comme ça, au moins, tout de suite, je vais avoir une aperçu de ce que c'est. Et puis, ces deux gars, en fait, qui étaient mes fans de DAO. Et ils me présentent l'idée des DAO. Donc, t'imagines quand tu as une vision du travail qui est hyper traditionnelle et d'un coup, on te présente le modèle des DAO. Je leur dis, écoutez, franchement, il y a des choses que je trouvais super intéressantes en termes des outils, comment on pouvait les appliquer. Mais après, il y avait toute la philosophie. Je me disais, mais jamais les personnes vont adhérer à ce modèle-là, quoi. C'est quand même quelque chose qui est atypique, quoi, tu vois. Pourquoi ? Quelle était la partie la plus atypique, la partie qui te disait, non, mais les gens n'adhéreront jamais ?
C'était la question, tu rentres, tu pars quand tu viens, c'est toi qui choisis les projets sur lesquels tu travailles. Je dis, mais non, les gens, ils ont besoin de cadre, en fait. Les gens, ils ont besoin d'avoir un cadre quand même au travail. Donc, bon, je les ai laissés vraiment avec ça, mais j'ai quand même trouvé l'idée qui était intéressante. Et puis, en fait, on est resté en contact sur LinkedIn. Eux, ils continuaient à poster sur les DAO. Moi, j'écrivais à ce moment-là des neuroinfos, donc j'écrivais beaucoup sur le sujet des neurosciences. Donc, si tu veux, on se likait et tout ça. Et puis, un jour, ils ont créé un collectif. Ils avaient envie de créer une DAO. Et ils m'envoient un message. Il me dit, écoute, Safia, il faut que tu viennes dans le projet. Vraiment, tu peux apporter des lumières au projet. Je lui dis, bon, j'étais un peu au début réticente parce que par rapport à tout ce qu'il m'avait raconté, il m'a dit, t'inquiète, au début tu viens juste observer. J'ai dit, ok, c'était juste observer. Et en fait, très vite, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai enjeu. Et qu'en fait, on parlait toujours du futur du travail, mais le futur du travail, il était là en fait. C'était en ce moment que c'était en train de se passer sous nos yeux. Et je me suis intéressée de plus en plus à leur organisation, ce qu'ils voulaient. Je voyais que je lui apportais pas mal de conseils, que ça les aidait. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai cherché de la documentation. Ce qu'on a l'habitude de faire, on va chercher dans la littérature. C'était en quelle année un peu tout ça C'était il y a moins d'un an. Ok, d'accord. C'était à moins d'un an, c'était il y a février. Donc pour te dire que c'est très, très nouveau, tu vois. Ok, je vois. Donc j'ai dit, bon, je vais chercher un peu de littérature. Et en fait, la littérature, elle n'était pas du tout câblée pour les enjeux que les personnes rencontraient dans le Web3. C'était du genre, le futur du recrutement, c'est dans le métaverse. Le futur des paiements, c'est en crypto-monnaie. Tout le monde aura des NFT comme badge, tu vois. Je disais, mais c'est pas ça les vrais enjeux, en fait, qu'ils rencontrent. C'est comment est-ce qu'on fidélise une équipe, comment est-ce qu'on motive une équipe, comment on organise le travail. Ça, et c'est des éléments qu'on ne trouvait pas dans la littérature. Et c'est parti de là, j'ai dit, en fait, je vais créer mon contenu sur LinkedIn. Je vais parler moi-même de ce que je vis, mes observations, aussi, moi, des outils, des choses que je trouve intéressantes. Et puis, ça a pris, pour les personnes qui s'intéressaient au sujet, ça a pris et on m'a recommandé. Et puis après, un contact, puis deux contacts. Et puis après, c'est comme ça que je suis arrivée, en fait, les RH dans le Web3, quoi. Ok, formidable. Et c'est comme ça aussi que moi, je t'ai connu. Je t'ai reconnu, du coup, quand on s'est reconnecté. Parce que je t'ai vu sur LinkedIn. Et au bout d'un moment, j'aimais bien ce que tu faisais. Et du coup, j'ai dit, bon, faut que je la contacte. C'est ça. Et puis voilà. Mais du coup, ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as posé le fait qu'on a des idées reçues de comment on doit fonctionner, à quel point ça va impacter, et on s'arrête sur métaverse, recrutement. Mais je pense que ça, c'est parce que la plupart de ceux qui en parlent ne sont pas des RH. Exactement. Mais du coup, déjà, si on recentre les choses, c'est quoi un ou une RH ? Ouais. C'est vrai. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai. Moi, quand j'ai voulu connecter avec des RH dans le Web3, je tombais que sur des recruteurs. Il n'y avait pas vraiment de HR généraliste. Et souvent des recruteurs, mais qui n'avaient pas la formation RH. Donc, c'était des anciens commerciaux qui s'étaient reconvertis dans le Web3. Donc, les sujets, c'est vrai que je ne pouvais pas aller pousser certains sujets. Mais pourtant, c'est eux la première porte d'entrée. Quand un projet il a envie de se développer, il appelle un recruteur parce qu'il va vouloir aller recruter des personnes dans son projet. Et ils font très bien leur travail, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais après, qu'est-ce que c'est un RH ? Souvent, c'est la question qu'on pose. C'est une personne qui va s'occuper du cycle de vie d'une personne dans une entreprise. C'est-à-dire de son arrivée, son onboarding, les types de contrats, comment est-ce qu'on gère sa carrière, son développement, ses compétences, jusqu'à en fait le départ à la retraite de la personne. Aujourd'hui on fait plus de carrière longue comme ça dans l'entreprise, mais c'est vraiment ça ce que c'est un RH. L'engagement, la motivation, la fidélisation, le design organisationnel en fonction des activités. Moi dans mon précédent poste j'étais HR Business Partner, donc c'est vraiment on accompagne les projets des business, leur évolution, leur challenge. Et c'est ça en fait un RH, c'est pas simplement que le recrutement, c'est comment il accompagne tout le cycle de vie d'un projet sur toute la partie humaine. Donc on peut se dire parfois dans un projet, on a besoin de recruter. Ok, alors on va faire appel à des recruteurs pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir des personnes sur ce projet-là. Mais des fois on a des conflits. Donc comment est-ce qu'on va gérer le conflit, la médiation. Parfois on peut avoir un peu du disciplinaire aussi, des fois. Donc en fait c'est ça le métier de RH, c'est d'accompagner les activités, mais dans
dans leur globalité des choses. Et du coup, en fait, le métier de RH, c'est plus un métier qui est mouvant et qui vit en fonction de la vie de l'entreprise. Et il n'a pas forcément... C'est effectivement à des moments des missions clés. Donc, recruter, potentiellement virer, potentiellement gérer un peu la vie, le bien-être du coup des salariés, c'est ça ? Oui. Aussi, très bien. Et toutes ces choses-là, on le retrouve comment dans le monde du Web3 du coup maintenant ? Déjà, il y a beaucoup l'aspect recrutement dans le Web3. Ça, c'est une question parce que quand un projet se développe. Ouais. Maintenant, dans le Web3, on est arrivé sur ce qu'on appelle... Il y a 2 phases. On est arrivé sur le beer market. Donc, comment est-ce qu'on fidélise des candidats ? Des candidats, ouais. Donc, il faut rechercher des nouvelles forces de motivation. Mais on a aussi des beaux projets aussi dans le Web3 qui commencent à devenir en croissance. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on accompagne la partie organisationnelle et le développement humain de ces personnes dans ces projets-là. Donc, c'est la dimension. Après, tout projet a sa culture Web3. Des fois, j'entends, mais c'est quoi la définition du Web3 ? Et moi-même, je me suis posé la question quand je suis arrivée. Mais quand tu intègres les projets, tu comprends que, en fait, c'est pas le Web3, c'est ça. Il y a des cultures du Web3. Chaque personne se fait sa propre représentation de ce qu'est le Web3. Ouais. Et ça, tu t'en rends compte quand tu es dans les... Parce que c'est même ce que parfois les gens en dehors de l'écosystème voient, c'est qu'est-ce qui est Web3 ? Est-ce que une entreprise Web3, c'est une entreprise qui a un mode de financement qui se base sur la blockchain ? Est-ce que c'est une entreprise dont la structure est sur la blockchain ? Est-ce qu'il suffit d'avoir un lien avec la blockchain pour être Web3 ? Quelles sont les bases de cette culture ? Il y a énormément de ça. Comment est-ce que est-ce que vous êtes en charge de la culture d'entreprise, les RH, ou pas du tout ? Oui, aussi. D'accord. Ouais. Et du coup, vous êtes en charge de la culture du projet aussi, ou parce que de nos jours, moi, c'est vrai que je vois pas énormément l'aspect RH lorsque je suis dans des Discord ou dans des projets. Je vois pas forcément le côté RH dedans. C'est plus sur la vision. Et c'est plus lié à souvent des leaders d'opinion ou des leaders sur voilà ce qu'on va faire, voilà où va le projet. Et c'est en fonction de ça qu'il y a la culture qui s'instaure liée à cette DAO ou liée à ce projet. Mais il y a la question, c'est ce que tu as dit, dans le Web3, on a beaucoup de visionnaires, des personnes qui savent où ils veulent aller. Donc, ils influent une vision à leurs équipes. Par exemple, on parle de la transparence. C'est quelque chose qui est hyper important dans le Web3. Ok, tu as un projet, tu as une technologie, mais elle veut dire quoi, la question de la transparence, quand tu mets en place un outil RH Web3 ? Est-ce que tu la retrouves, la transparence ? Quand tu fais du management, est-ce que tu retrouves la transparence ? Il ne faut pas créer des ambiguïtés entre la vision et après tout le style de management qui va avec. Parce que tes collaborateurs, ils vivent une expérience, pas simplement dans la vision, même tous les jours quand ils viennent au travail. Et c'est là où on peut retrouver la partie RH, retravailler sur cette partie-là. Ok. Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, est-ce qu'une RH, c'est quoi la bonne formation du RH ? Parce qu'au final, toi, tu as pris aussi de la neuroscience. Est-ce que ça fait de toi une RH augmentée ? Là, c'est les mots à la mode actuellement. Tu as aussi une compétence de coach, de facilitatrice de cercle de parole. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller t'équiper de toutes ces choses-là ? Est-ce que le métier de RH a changé avec le temps ? Et est-ce que le monde du Web3 changera encore plus ce métier ? Oui. Alors... Beaucoup de questions. Ouais, là, ça fait beaucoup de questions à traiter. Est-ce que le métier du RH va changer ? Ce que je peux te dire, c'est que déjà, il y a 4 ans, déjà c'était avant Covid, les jeunes générations qui viennent dans le marché du travail, ils viennent chercher une expérience, ils veulent qu'on les développe, mais pas simplement au niveau des compétences, ils veulent aussi gagner en confiance. Tu vois, il y a vraiment la question du développement personnel. Et ça, déjà, c'était une composante qui était importante dans les inspirations des jeunes générations. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve encore pour les jeunes générations, mais je voudrais qu'on se pose la question de la décentralisation. Dans le Web3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, techniquement, je pense que les ingés vont te dire ce que ça veut dire. Mais humainement, c'est le retour de l'empowerment.
décentralisation, c'est que je suis capable de prendre des décisions, c'est que j'ai la place pour prendre des décisions. Et ça, c'est des choses finalement qu'on retrouvait en dehors du Web3, de vouloir apprendre à me connaître pour prendre mes décisions au sein de ma carrière, mais c'est des choses qu'aujourd'hui on retrouve dans le Web3, notamment quand tu as le système des DAO, où on fonctionne par un système de vote, donc sur un smart contract, mais la communauté vote. Mais pour que la communauté vote, il faut que la communauté elle a une certaine prise de conscience sur ce qu'elle est en train de voter. Donc finalement, on retrouvait des éléments dans le RH, on va dire, traditionnel travail, mais qu'on retrouve finalement dans le Web3, parce que c'est une évolution. Donc forcément, ça suit l'évolution humaine, et le monde du Web3 n'amène pas de nouveaux paradigmes, ou est-ce que ces nouveaux outils vont amener des nouveaux paradigmes ? C'est l'œuf ou la poule. C'est ça. Mais c'est ce qu'on explique avec le déterminisme technologique ou le déterminisme social. Est-ce que c'est la technologie qui va influencer l'évolution sociale ou est-ce que c'est l'évolution sociale qui permet d'influencer la technologie ? Ok, bon, on va revenir sur ça bien en détail dans la deuxième partie. À tout de suite. On est de retour. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Pour tous les autres, c'est le moment. Maintenant, on appuie sur s'abonner. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, vous pouvez mettre les 5 étoiles si vous appréciez l'épisode. Si vous n'appréciez pas l'épisode, je vous attends sur LinkedIn et on va s'expliquer. Non, on va discuter. Du moins. On est de retour donc sur cette partie. Tu as commencé à bifurquer sur l'idée de déterminisme technologique. On va le garder un peu pour tout à l'heure. Là, j'aimerais surtout savoir les nouveaux modèles d'organisation qui existent. Est-ce que aujourd'hui le Web3 change totalement les paradigmes ou est-ce que c'est juste la suite logique de l'organisation qui existe dans les structures actuelles ? En fait, ça dépend du projet Web3 où tu interviens. Tu vas avoir des structures, genre les DAO. Tu peux définir qu'est-ce que c'est qu'une DAO du coup ? C'est une organisation autonome décentralisée. Donc, c'est des personnes qui se rejoignent sur un projet et qu'ensemble, en fait, ils vont voter les décisions du projet donc via des smart contracts. Après que c'est appliqué sur une blockchain. Il y a la question aussi des jetons. Tu peux prendre des jetons pour entrer dans des communautés. Mais grosso modo, c'est du travail collectif. On va expliquer ça de manière plutôt simple comme ça. Ouais. Et eux, c'est pas une question que de technologie, c'est une philosophie. C'est la décentralisation, il faut qu'on puisse la retrouver partout. L'autonomie, pareil. La transparence, encore plus. Ouais. Donc eux, si tu intègres une DAO, ces valeurs-là, elles sont hyper importantes. Maintenant, si tu vas dans certaines boîtes tech, tu vas avoir des boîtes tech qui vont justement donc produire un outil technologique ou travailler pour des services des projets Web3. Eux, peut-être qu'au niveau du management, ils vont dire on veut un management mi-Web 2, mi-Web3. Parce qu'ils ne sont pas non plus portés sur la philosophie même qu'importe le Web3. Et puis tu en as d'autres qui vont te faire du management Web 2 avec une prestation de service Web3. Ouais. Donc en vrai, ça dépend de la culture et quel projet tu intègres. Maintenant, si tu me demandes, moi, je trouve que c'est dommage qu'il y ait une nouvelle technologie qui puisse apporter une nouvelle façon de voir. Tu sais, chaque technologie ouvre une nouvelle fenêtre. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas se servir de cette fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir repenser les outils et les formes d'organisation. Donc, et surtout, ce qui peut être super compliqué, c'est qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui arrivent dans le Web3 qui commencent à en avoir marre des projets, on va dire, Web 2, boîtes traditionnelles. Et si aujourd'hui on leur vend le Web3 avec toutes ces philosophies-là, au début ils vont être contents de venir parce que c'est de la technologie, c'est un peu l'Eldorado. Mais si avec le temps on leur propose pas aussi des méthodes de management qui sont alignées avec la philosophie, je pense qu'on va peut-être commencer à les perdre. Parce qu'ils veulent vraiment une rupture. Ils ont cette rupture, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Il y a quand même un type de management, certes, où peut-être il est beaucoup moins hiérarchique. Et après, on peut aussi parler de cette notion de hiérarchie dans ces nouveaux modèles. Mais la hiérarchie permet aussi une certaine forme de
d'organisation, une certaine forme de... on sait qui est responsable de quoi à quel moment, on sait comment la personne est leader et elle permet d'amener l'équipe et de diriger l'équipe. Si au final on n'est que dans un truc sur le bon vouloir, oui, mais et que chaque matin en fait j'ai la flemme de le faire, quelle est la limite en fait? C'est le duel du Web3 pour moi. Okay. J'intègre des projets, je te dis, dans certaines DAO, ils ne veulent plus entendre parler de cette histoire de hiérarchie ou que tu me dises quoi faire. Tu proposes un projet et on répondra au projet et c'est celui qui rend le meilleur projet qui finit par remporter le projet et donc du coup la rémunération qui va en fonction. Ok, donc du coup là il y a une nouvelle forme d'incentive qui est beaucoup moins portée sur de toute manière tu vas être payé, mais c'est plutôt en mode si tu n'es pas le meilleur. Exactement. C'est un peu compliqué. Là ça enlève le pain à beaucoup de personnes. Exactement. Donc il n'y a que les meilleurs qui vont survivre. C'est une sélection naturelle? Je sais pas. Moi, c'est pas encore des réponses auxquelles... C'est pour ça que je te dis des fois, j'ai certaines limites avec les DAO, mais je trouve toujours intéressant de discuter avec les personnes qui pensent comme ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il suffit pas de dire non, c'est nul et on le fait pas. Donc c'est toujours... Je pense qu'on peut trouver des solutions. Mais c'est là où il y a le duel de est-ce qu'on garde une certaine hiérarchie avec un certain cadre, ou est-ce que c'est vraiment le modèle Ça, c'est la question. On n'a pas encore de réponse dessus. On expérimente des nouveaux modèles. Mais est-ce que ça va fonctionner? Après tu as eu le modèle, tu sais, des startups. Ouais. Où au début, c'était on va faire du collaboratif et tout ça. Et une fois qu'il y avait des startups qui ont pris, donc tu as beaucoup de personnes du milieu traditionnel du travail qui sont allées travailler dans des startups. Et une fois que les startups, elles ont commencé à être en croissance, tout de suite, elles ont fait appel à des RH pour venir structurer la startup. En fait, au bout d'un moment, on a besoin de structure. Au bout d'un moment, on a besoin de hiérarchie. Surtout, imaginons s'il y a un projet en hyper croissance, on a besoin, parce que même si on peut se dire idéologiquement, ça peut fonctionner le côté le meilleur et tout le monde est incentivé par rapport à ça. Mais il y a une réalité aussi, c'est que dans certains projets, il y a certaines parties du projet qui sont les parties extrêmement ingrates, qui sont les parties que personne n'a envie de faire, qui n'apportent pas forcément énormément de valeur, mais qui peut être un gros point noir si on ne s'en occupe pas. À qui est-ce qu'on va donner ce travail-là? Comment est-ce qu'on motive les gens à faire ce travail-là? Et à la fin, on ne peut pas juste être sur la carotte en disant oui, l'argent il n'est pas illimité. Donc au bout d'un moment, comment est-ce qu'on fait quels sont les incentives que les facts incentives en français, je me rappelle pas comment. Les récompenses. Ouais, quelles sont les récompenses? Quels sont les points sur lesquels on continue à permettre aux gens d'être motivés? Surtout là, tu avais parlé de bear market. Ouais. Donc, écoute, moi, il y a quelque chose que je vois bien pour l'instant, mais je ne sais pas encore, ça n'a pas encore été expérimenté. C'est comme un peu un modèle de DAO au niveau d'une équipe. Okay. C'est-à-dire, c'est qu'on peut structurer hiérarchiquement ou comme vous voulez. Je me fais violence parce que je sais que si je dis ça pour certaines personnes, c'est... Voilà. On peut structurer un modèle un peu hiérarchique, pourquoi pas. Et dans les équipes, parce qu'on parle beaucoup de travail collaboratif dans les équipes, pourquoi pas faire des fonctionnements de DAO, où il y a certaines prises de décision qui sont prises de manière collective, qu'on peut justement venir valider sur un smart contract, pour après que ça soit établi sur une blockchain. C'est un peu la blockchain de l'équipe. Je vois qu'il y a, peut-être que je me dis, ça, c'est des modèles qui peuvent fonctionner en y allant, tu vois, petit à petit. Après, c'est pour ça que pour l'instant, on observe. Il y a des choses qui se font, mais on observe. C'est pas encore établi, mais non, au final, on le voit bien, si on a besoin de RH, c'est qu'on a quand même besoin d'un cadre. Oui. Donc, ok. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a des exemples de DAO qui fonctionnent à merveille sans hiérarchie? Ou c'est encore... on n'a pas encore eu de... Si, il y a des DAO d'investissement qui fonctionnent bien, mais parce que je crois pas que eux, leur vrai purpose, tu vois, c'est d'aller trouver des nouveaux modèles de management, d'organisation. Donc je sais qu'il y a des DAO d'investissement qui fonctionnent. Maintenant, des DAO de gouvernance, où on réfléchit à des systèmes de gouvernance, non, c'est pas à ma connaissance. Ok, très bien. Il y a un nouveau aussi paradigme qui arrive là, parce que là, lorsqu'on parle de hiérarchie, il y a aussi cette notion liée au fait d'être salarié. Je te rémunère,
je prends des risques donc, avec tout ce qui va avec pour te rémunérer. Donc, j'attends une certaine quantité de travail. Aujourd'hui, est-ce que, avec l'avènement des freelances, est-ce que le salariat a toujours sa place? Oui. Et dans une DAO, est-ce qu'il y a toujours une notion de salariat? À qui doit répondre au final le salarié? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus un mix entre des contributeurs, on a même des advisors, on a des freelances, on a des permanentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui constitue un écosystème de travail. Et c'est plutôt comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que tout cet écosystème de travail puisse fonctionner, sachant qu'il y a des règles juridiques pour chaque type de contrat que tu intègres. Et tu as un rapport hiérarchique qui est différent pour chaque type de contrat. Un salarié, tu as un rapport hiérarchique, un freelance, c'est une mission. Ouais. Tu vois, faut pas faire du travail dissimulé, quoi. Sinon, ça, c'est une requalification juridique. Ok. Donc ça va être l'un des plus gros enjeux, c'est de savoir comment cet écosystème, moi, principalement, je trouve qu'il faut aller chercher les forces de cet écosystème et c'est de créer la vision commune de l'équipe. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à créer la motivation. Parce qu'au final, c'est des personnes qui veulent se retrouver pour pouvoir avancer sur un projet. Il faut faire attention aux formes juridiques, mais la motivation commune de chacun. Ça va être, je pense, l'un des facteurs. Après, je ne crois pas que c'est la fin du contrat permanent. Tu sais, le freelance, c'est simplement, pour moi en tout cas, simplement des personnes qui n'ont pas été satisfaites dans le monde du travail et qui font le même travail, mais sauf à leur compte. Ouais, ok. Mais, donc, avec tous les avantages et les inconvénients, oui. Et du coup, ce nouveau mode de travail de freelance, comment, de un, on fait pour attirer les bons profils, les fidéliser et les garder? Je crois, tu sais ce qu'on appelle aujourd'hui les marketplaces. Ok. Et je pense que les DAO, ça va être des bonnes marketplaces parce que ça va être des marchés où ils vont pouvoir travailler sur certains projets. Et justement, c'est un projet sur lequel on a travaillé, de savoir quand des freelances travaillent sur un marché, comment est-ce qu'on reconnaît leurs compétences, gagner des badges de compétences, certifier leurs compétences sur une blockchain. Et puis ensuite, ça va faire des personnes qui, sur le marché du travail, ils vont pouvoir revendiquer des compétences et des connaissances. Et moi, je crois beaucoup à cette idée-là de marketplace pour les futurs freelances. Ok. Tu vois, je pense que ça va être quelque chose qui va fonctionner, ce qui fait que quand tu es une entreprise et que tu cherches un freelance, tu sais, tu te poses toujours la question, est-ce que c'est une personne qui a les compétences? Est-ce que c'est une personne qui a le savoir-être? Est-ce que c'est une personne qui fit avec le projet? Sur quoi il a travaillé? Ce modèle-là des marketplaces ou des DAO, si on arrive à certifier certaines choses, ça fait que pour un recruteur, un fondateur ou un dirigeant, il va pouvoir aller gagner du temps, savoir si le freelance il fait l'affaire et l'intégrer dans son équipe. Ok. Moi, j'y crois à ça. Mais comment je le garde, moi, au final, le freelance? Parce que si je trouve la perle... perle... c'est pas un salarié. Oui, mais si je trouve la perle rare... tu lui proposes un contrat. Parce que le droit du travail, aujourd'hui, il le dit, un freelance, c'est par mission. Ok. Mais si, au final, j'ai plein de missions à lui donner, comment est-ce que je fais en sorte de... Tu changes la mission, mais ça peut pas être un salarié. Juridiquement, ça passe pas. Ok. Parce que... Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression... Aujourd'hui, on voit par exemple des freelances qui n'ont qu'un seul client. Ils ont des contrats longs. Ouais, c'est ça. Des missions longues. Oui, mais il y en a même qui ils sont freelance, mais pour la même boîte, où il y a un modèle... Moi, lorsque j'étais conseiller en gestion de patrimoine, j'étais freelance. C'est-à-dire, je travaillais avec un cabinet, et ce cabinet-là, j'étais, entre guillemets, maqué avec ce cabinet, et on a travaillé pendant plus de 5 ans ensemble, tu vois. Et c'est un nouveau mode, au final, de, entre guillemets, salariat déguisé, parce qu'ils n'ont pas toutes les contraintes. Mais juridiquement, c'est pas possible. Donc, mais pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et potentiellement même dans le monde du Web3. On retrouvera... De toute façon, tu sais, dans le Web3, là, il y a la régulation aujourd'hui, tout ce qui est financière. On y arrivera à la régulation sociale, au droit du travail. Je suis persuadée de ça qu'on y arrivera. Parce qu'il y a beaucoup de choses, justement, dans le monde des DAO. C'est une vraie question qui va se poser, comment est-ce qu'on va intégrer toutes ces personnes. Mais du coup, la DAO, elle n'est pas située à un seul endroit. Là, par exemple, on a peut-être des collectifs en France, mais ici, on a des collectifs internationaux. Si j'ai une personne qui est au Brésil, si j'ai une personne qui est en France, une autre personne qui est au Nigeria et une autre qui est en Chine, c'est quel droit du travail qui prévaut? C'est le siège social, il est où?
Bah après, je sais pas, les DAO, tout dépend de la DAO. Mais c'est en fonction du siège social, du coup, de la DAO qui aura le... Ouais, ok. qui va Le droit du déterminer travail. aussi. Mais si maintenant le droit du travail, on va dire, Ça dépend aussi c'est en Chine. où les personnes travaillent. Ok. Ouais. Parce que qu'est-ce qui prévaut? Le siège L'activité. social ou là où la personne travaille? Le contrat de travail, Ok. il est effectué où? D'accord. Généralement, il est rattaché au siège social. Ok. Voilà. Toi, aujourd'hui, tu en as fait des contrats de travail par rapport à des DAO? Non. Non. Ok. Très bien. Ok. Du coup, comment on prend en compte ces différences donc, de culture? Comment est-ce qu'on les travaille, ces différences de culture, pour au final permettre à ce que il y ait une culture d'entreprise commune qui se développe, alors que il y a des gens qui, comme je le disais, sont au Brésil, en Chine et même avec des temps totalement différents, des fuseaux horaires totalement différents. Comment on fait pour continuer à être efficace? Parce que dans le monde du Web3, la réalité, c'est que beaucoup dans le monde du Web3, on a l'impression que tout va bien. Que tout est super. Ah ouais, le Web3, c'est incroyable. Le seul problème, c'est parce que les gens ne croient pas dans le Web3 et qu'il y a le bear market. Mais sinon, tout va bien dans le monde du Web3. Est-ce que c'est vrai? Non. En fait, aujourd'hui, on commence à se rendre compte de la différence entre le mythe et la réalité. Ouais. On commence à avoir des premières études d'impact sur le travail dans le Web3. Et justement, les premières plaintes, c'est de se dire, on a souvent pensé que la technologie, le fait qu'elle soit transparente, collaborative, elle allait permettre de révolutionner le travail, l'expérience. Et en fait, les études, elles montrent que pas du tout. Ce n'est pas parce que la technologie, elle le permet, que les modes de travail ont été adoptés. Parce qu'on a laissé totalement de côté cet aspect-là. C'est comme je te dis, la transparence. Ouais. Tu peux me dire que la technologie est transparente, mais c'est quoi ton type de management? Tu vois? Tu me parles de décentralisation. Viens, on regarde un peu ton type de management. Où est-ce qu'on le revoit? Tu sais ce qu'on dit, les gens ne se souviendront pas de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait, de comment ils se sentent. Ouais, c'est ça. Et comment tu te sens? C'est ton expérience au travail tous les jours. Donc c'est ça qui va primer. Et aujourd'hui, le retour d'impact qu'on a des premières études, c'est justement cette question-là qui revient le plus. Maintenant, tu me dis comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup en la psychologie et aux neurosciences. Parce que finalement, on est tous des êtres humains. Donc on a tous des modes de fonctionnement, des actions, des agissements. Biologiquement, il y a des choses qui se ressemblent. On a tous un cerveau. Après, on ne pas tous de la même manière, mais tu vois, on est tous câblés, en tout cas, à peu près à la même chose, à des degrés différents. C'est ça. Donc, moi, c'est pour ça que je m'intéresse et je me concentre principalement des dynamiques humaines dans le groupe. Ok. Parce qu'on a des cultures différentes, mais quand tu arrives à comprendre la dynamique qui se met en place... Qu'est-ce que tu entends par dynamique humaine? Si tu veux le définir rapidement. C'est les profilages. Ok. C'est ta personnalité. Tu vas avoir des personnes qui vont aller rechercher, par exemple, ce qu'on appelle de l'ocytocine, du lien. Ok. T'en as d'autres, c'est carrément de la sérotonine. Donc, c'est de la revendication. D'accord. Tu as des personnes, c'est la dopamine. Ok. Donc, ça va être la récompense. Ok. Et en fait, c'est d'aller comprendre vraiment ce que les personnes recherchent dans le projet pour aller comprendre comment déjà est-ce qu'on peut faire pour que les deux personnes se rencontrent dans ce qu'elles recherchent, mais aussi comprendre pourquoi ces personnes, elles n'arrivent pas à se comprendre, parce que peut-être il y a confrontation, on a deux personnes qui sont 100% séro, et ça fait un peu du fight, tu vois, dans le moi-je et le moi-je, bon, tu vois, et c'est toutes ces choses-là qu'on va réussir, je pense, qu'on arrive à comprendre, qui vont nous permettre de comprendre la dynamique de groupe, au-delà de tu es français, tu es belge, tu es anglais, enfin tu comprends? Ouais. Parce que la culture, elle se transmet aussi sur ma dynamique personnelle. Donc c'est pour ça que moi, les questions psychologiques et même neuroscientifiques, je les intègre dans mes pratiques RH. Elles sont incroyables parce que même là, le fait de parler de ces... c'est quoi? Comment on appelle ça? La dopamine, la sérotonine, toutes ces choses-là. Oui, ça, c'est les hormones et des neurotransmetteurs, mais ouais. C'est ces neurotransmetteurs qui sont générés, au final, apportent des effets plus ou moins et fonctionnent plus ou moins avec certaines organisations. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du Web3, on le voit très bien, FOMO, dopamine, je pense qu'on est dans le Web3 ou dans le nouveau monde, en tout cas digital, les jeunes sont, on va dire, dopés à la dopamine.
On scrolle, on a de la dopamine, on a de la dopamine, on a du sucre à foison, on a toutes ces choses-là qui vont saturer nos neurotransmetteurs. Comment est-ce que toi, tu es formé et comment tu t'es formé du coup pour arriver à faire le tri dans tout ça et savoir à quel moment tu dois solliciter l'un ou l'autre? Comment tu sais C'est-à-dire, c'est qu'en fait, il y a des fonctionnements de base. Déjà, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait parler de comment est-ce qu'on prend une décision, les inéquations décisionnelles, comment elles se mettent en place et tout ça. Et donc, du coup, quelles sont les tensions qui se créent? Parce qu'il y a des tensions, en fait, qui se créent. Et c'est la tension qui t'amène vers le mouvement. Donc, des fois, c'est, comme tu dis, des tensions de dopamine. Mais vraiment, on pense beaucoup ça. Mais tu sais que... Il y a beaucoup aussi tout ce qui est là, dans le Web3, moi je trouve, la sérotonine. Ok. Vraiment, et c'est tout ce qui est la sérotonine, c'est le moi-je, tu sais, c'est le neurotransmetteur un peu de l'ego. Ok. Tu vois, et ça m'étonne pas parce que le Web3 il est très masculin. On va y arriver sur ça, on va y arriver, t'inquiète. Et en fait, on pense qu'il y a beaucoup de dopamine, mais moi j'ai trouvé beaucoup de sérotonine aussi dans le Web3. Et beaucoup de personnes qui voulaient se revendiquer. Tu vois, moi, la première fois que je suis rentrée dans un projet Web3, donc dans le Discord, je lis un peu les descriptions. Et c'est, moi je suis dans la crypto depuis tant d'années, moi j'ai investi dans tel projet. Et j'étais la seule, tu sais, j'étais la seule femme dans le projet. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, où j'ai mis mes pieds. C'était vraiment un concours de qui a la plus grosse, c'est ça, malheureusement. C'est beaucoup masculin le Web3, donc tu vois. Et donc du coup, on pense qu'il y a beaucoup de dopamine. C'est vrai, parce que les personnes sont arrivées dans un but spéculatif. En plus, moi je trouve qu'il y a beaucoup de sérotonine, donc il n'y a pas que de la dopamine. Maintenant, c'est un combo qui fonctionne. C'est de la sérotonine parce qu'on a tous besoin d'être reconnus pour quelque chose, mais il faut, ce qu'on a beaucoup oublié, et pourtant le Web3 il est collaboratif, c'est l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du lien. C'est faire des liens. Et comment les liens on les retrouve, c'est quand on crée des projets, quand on s'organise autour des projets. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas eu de RH jusqu'à présent, peut-être. Ouais, mais il y a aussi ce côté, je parle avec le truc qui est bien lorsqu'on est dans un lieu physique aussi. Parce que le Web3, on parle beaucoup de choses en ligne. Mais après, il y a aussi beaucoup de travail. Je connais des belles boîtes qui sont aussi physiques. Mais pour celles qui sont en ligne, elles n'ont pas ce rapport de après le boulot, on va aller prendre un verre. Après le boulot, on va connecter un peu mieux avec mon collègue, avec mon voisin. Comment est-ce qu'on gère ces parties-là? Comment est-ce qu'on crée du lien avec le collègue si on n'a aucun moyen en dehors du fait juste de dire, lors du travail, on crée du lien? Tu peux, sur un projet, créer du lien. Le lien, c'est le partage. Le lien, c'est... il peut se créer de plein de manières différentes. Le fait déjà de savoir, par exemple, on a des sources de sécrétion d'ocytocine, mais par exemple, quand on est une équipe et qu'on va tous dans la même direction, ça, c'est très fort en ocytocine. Si par exemple il y a un danger et que tu as une personne qui vient à tes côtés, même tu la connais ou tu la connais pas, la personne, ça crée un lien d'ocytocine. Il y a plein de manières de créer, au-delà de la famille et des amis avec lesquels on fait le lien, mais il y a plein de manières de créer l'ocytocine. Pas simplement d'aller boire des verres après le travail. En plus, tu sais que ça peut être même aversif pour certaines personnes parce que il y a des personnes aussi qui n'aiment pas forcément après le travail aller connecter avec des personnes ou qui se retrouvent dans des lieux où ils ne se sentent pas à l'aise. Donc c'est mieux de créer cet espace de lien dans le travail. Et du coup, de manière digitale, c'est possible de créer ces espaces-là ou comment on favorise? Du coup, moi, la vision que j'ai, c'est une vision très traditionnelle du RH, c'est dès que j'ai un problème, je vais pouvoir aller la voir, je sais où elle est, régulièrement ils font des actions et autres. Dans le monde du Web3, comment vous faites? C'est vous qui faites les channels Discord? Comment est-ce qu'une RH agit? C'est quoi le boulot d'une RH au quotidien? Tu viens dans les réunions, dans les réunions projets, mais même dans le milieu traditionnel. Quand je te disais que j'étais HR Business Partner, je suis dans les réunions d'équipe. Des fois, je ne comprends pas tout ce qu'ils racontent. Mais au moins, je sais que... Déjà, ça me permet de mieux me familiariser avec les projets. Mais ça permet aussi que quand ils ont besoin de te solliciter,
il t'écoute. Ok. Comment tu es sur un Discord, tu as un avatar, il peut venir te parler, ta messagerie, elle est ouverte. Ok. Il n'y a pas de... Ça, je trouve que ça ne change pas tant que ça. Et sur le monde du Web3, tu parlais que c'est un monde essentiellement masculin. Ouais. Pourquoi il n'y a pas énormément de femmes dans ce monde-là? Est-ce que c'est les hommes qui ne créent pas cette safe place pour les femmes? Est-ce que les hommes ont même un comportement peut-être désagréable? Ou est-ce que c'est juste les femmes qui ne prennent pas assez de position? À qui la faute? Ouais, à qui la faute? Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que moi, la première illusion que j'ai eue quand je suis arrivée, j'ai dit ah ouais, d'accord, tu vois. D'accord. Où est-ce que j'ai mis les pieds? Pour te dire, c'est que même dans le règlement intérieur, genre les propos sexistes, ils n'étaient même pas mentionnés. Ok. C'est quand je suis arrivée, j'ai dit on va revoir le règlement intérieur là. Tu vois, donc c'est vrai, je pense qu'ils ont créé aussi un univers, tu peux rentrer dans certaines communautés où il y a une espèce d'univers, mais après, c'est pas dans tous. Mm-hmm. Donc, franchement, je sais pas. Mais comment est-ce qu'on pourrait apporter, du coup, comment est-ce que activement on pourrait apporter plus de diversité? Déjà, il y a quelque chose qui est hyper important. On sait que la technologie, elle a à peu près une dizaine d'années. Donc, en vrai, les écoles qui vont se créer aujourd'hui, c'est elles les porteuses de cette diversité. Ce que peut-être les écoles d'ingé, elles ont pris du temps à comprendre. Aujourd'hui, on le sait. Donc, toutes les écoles là, qui sont en train de se créer, on en a quelques-unes là sur le marché, c'est elles qui doivent faire attention aussi à la parité des profils qui vont le faire entrer. Ça, je trouve que c'est hyper important. Il va y avoir aussi la question de dire le Web3, c'est pas que de la technique, c'est pas que des ingés. On peut en retrouver dans les RH, on peut en retrouver en marketing. Et ça, je pense que ça va être une autre étape aussi d'aller démocratiser ces autres métiers. Ça va être un plan. Et puis après, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place, mais en vrai qu'on doit aussi mettre en place en entreprise de manière traditionnelle. Le mentorat, on peut avoir la prise de parole. Moi, tu m'as dit je m'intéressais à tout ce qui est cercle de parole, c'est comment est-ce qu'on libère la parole pour les femmes, tu vois, parce qu'on a aussi ce gros problème, que ce soit dans les entreprises traditionnelles ou dans le Web3. Expliquer aussi comment la femme, elle fonctionne un peu mieux. On a mis du temps à comprendre biologiquement aussi que la femme, elle fonctionne pas tout le temps comme un homme. C'est vrai. Et du coup, on a un modèle entrepreneurial qui est très basé sur comment l'homme devrait fonctionner. Et c'est de replacer aussi un peu l'église au village. Je veux dire, nous les femmes, peut-être qu'on fonctionne différemment, mais on a nos forces et on a nos faiblesses comme partout. Donc ça, je pense que c'est des projets à mener aussi dans le Web3 pour qu'ils soient un peu plus démocratisés. Okay. Mais du coup, je pense que aussi l'avènement des RH, le fait de créer ces environnements-là vont permettre à créer des choses un peu plus mixtes en termes de genre ou pas? Tout dépend de l'action qu'on met en place. Okay. Tout dépend, et tout dépend qui est dans le projet. Okay. Parce que des projets, moi j'ai toujours des projets très masculins, il y a des visions qu'ils n'ont pas. Ouais. C'est dommage. Après, effectivement, moi je sais que par exemple, pour le podcast, ça a été un effort que j'ai dû faire. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait les 10 premiers épisodes, il n'y avait que 2 femmes. Mais sauf que c'est pas que je voulais pas, c'est juste que ceux qui étaient le plus visibles, c'était des hommes. Et les soirées, parce que les événements. Les événements aussi, il n'y avait que des hommes. Mais j'ai toujours l'impression que quand tu as des événements Web3, et toutes les femmes le disent, les hommes les mettent énormément en avant et souhaitent aussi qu'il y en ait plus dans l'écosystème. Est-ce que les événements, il faut toujours les faire en soirée? Je pense aussi qu'il y aura la diversité des types d'événements qu'on va créer dans le Web3 qui vont permettre aussi aux femmes de venir. Parce que tu as beaucoup de femmes, quand elles terminent le soir, elles ont juste envie de rentrer chez elles. Ouais. Elles n'ont pas forcément envie de ressortir, retourner à des événements. Moi aussi, j'ai pas forcément envie de ressortir, mais je le fais parce que ça apporte. Il y a certaines femmes qui ont des charges mentales qui sont différentes. Okay. D'accord. Et je pense que la diversification aussi des événements, des webinaires, je sais pas, peut-être, je dis ça, mais peut-être qu'il y a des femmes qui vont pas du tout se reconnaître dans ce que je raconte. C'est ma vision des choses. Mais la diversité des événements aussi autres qu'on va proposer dans le Web3 et vont permettre l'inclusion d'autres profils et d'autres personnalités. Okay. Aujourd'hui, on a beaucoup d'événements dans le Web3. Bon, il commence à y avoir certains webinaires, mais tu vois, il faudrait réfléchir à ça aussi, je pense. Ouais. Je vois.
je vais revenir un peu donc c'était sur les femmes. Et ouais, j'expliquais, c'est ça que je voulais dire. J'expliquais donc, j'ai dû faire cet effort. Au moment où, par contre, on demande où sont les femmes, là, d'un seul coup, j'ai juste fait un post et j'ai été submergé. Il y en a. Et c'est ce qui fait qu'à la base, j'avais prévu 20 épisodes pour la saison 1. Je vais me retrouver à en faire presque 30 parce que il y a énormément de femmes. Et dans le podcast, on apporte ça. Mais il faut faire l'effort pour pouvoir les trouver. On n'arrive pas à... Mais ça dépend le type de communication. C'est comme je te dis. Est-ce que peut-être une femme, tu vas réussir à la faire venir sur ton podcast de la même manière que tu vas réussir à faire venir un homme? Dis-moi, t'as pas eu trop de mal à venir? Non, mais c'est vrai, la communication, elle est aussi importante. Ouais. Hein donc ça réfléchit. Non, mais moi, je veux apprendre, et je pense qu'on a tous à apprendre de ça. C'est, du coup, quelle serait la bonne communication par rapport à ça? Je sais pas, mais... Ou un élément, parce qu'il n'y en a pas une seule. Il y a tout un panel de femmes qui existent. Mais de toi, de ce que tu sais à peu près, si aujourd'hui, on veut permettre aux femmes de sentir qu'elles ont leur mot à dire dans un écosystème, qu'est-ce qu'on devrait faire? Des choses simples, des use cases. Moi, des choses que j'ai trouvé que c'était assez brut dans des projets Web3, c'est qu'on ne fait pas suffisamment de liens. Tu vois. C'est-à-dire lien. Qu'est-ce que tu entends? Quel type de lien? C'est-à-dire, c'est qu'on te propose un projet et après, même de manière dont... C'est très brut. Il y a ce projet-là, on fait comme ça, la tâche comme ça. Ouais. Et des fois, je trouvais que ça manquait un peu de lien pour qu'on puisse se sentir bien en fait dans le projet, qu'on puisse réfléchir ensemble. Et ça, moi, je trouve personnellement que c'est quelque chose que des fois, j'ai tendance à dire, attendez, on va peut-être réfléchir tous ensemble, la collaboration. Et ça, je trouve que ça manque dans les projets Web3 et c'est très... Ouais, je vois. Tu vois? Ouais. Mais c'est pas grave, on sait que, par exemple, ça, je pense, c'est pas un secret, que les femmes ont des heures de communication, elles ont beaucoup plus d'heures de communication que les hommes. Donc, elles utilisent beaucoup plus de mots que les hommes pour exprimer quelque chose. Ça, c'est un point où on est tous, neuroscientifiquement, on est d'accord. Ouais. Donc, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre en compte dans les projets. Après, c'est que mon point de vue. Je sais que toutes les femmes sont... après, c'est sûr, il y a tout un tas de femmes. Il y a aussi une autre forme de diversité qui, pour moi, aussi est importante. C'est au-delà de la diversité de genre, il y a aussi la diversité de culture. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on se fait... je vais encore dans des événements Web3. Certes, on est en France, mais c'est vraiment un type de personne. C'est souvent des hommes blancs. Ouais. J'ai rien contre eux, j'ai des amis non, pour la blague, mais il y a cette notion de il y a beaucoup d'entre-soi. Après, il y en a beaucoup, c'est pas par volonté, il y en a, c'est juste par opportunisme, parce que autour d'eux, il y a ça. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre d'ouvrir un peu plus, et on le voit dans des postes subalternes, on arrive à trouver de la diversité, mais dans les postes à responsabilité, on trouve moins de diversité. Comment est-ce qu'en tant que RH, quels sont les conseils pour augmenter et quelles sont les solutions concrètes qu'on doit mettre en place ou que tu penses qu'on devrait mettre en place? Ça, c'est un problème qu'on a même dans les entreprises traditionnelles. Après, moi, la vision que j'ai beaucoup aimée dans le Web3, c'est la question de la reconnaissance par les compétences. Et je me dis que si on arrive à certifier des compétences au-delà de la personne, déjà... ça va permettre de résoudre des problématiques qu'on a, tu vois, liées au facial, liées au nom, liées à tout ça. Donc ça, c'est quelque chose auquel... en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de certifier des compétences, de reconnaître des personnes sur des compétences. Mais la question qui va toujours se poser, c'est l'accès à la technologie. Donc, il faudrait regarder comment est-ce qu'on peut favoriser l'accès à la technologie, la démocratisation du Web3, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose qui reste très complexe à comprendre. Donc, ça va être des questions à réfléchir, je pense. Ouais. Très bien. Et comment on fait pour augmenter les compétences? Du coup, si j'ai bien compris, c'est augmenter les compétences en amont. Parce qu'il y a peut-être un manque de personnes qui se présentent dans ces écoles-là. Il y a peut-être un manque de personnes qui ont des diplômes
dans ce domaine et c'est ça qui fait qu'il y a moins de représentation ou c'est quoi le... C'est pas la question des diplômes. Hein. C'est quoi? Moi, j'ai intégré des DAO. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout de diplôme, mais qui sont venues par la philosophie ou qui sont rentrées par les cryptos, parce qu'un cousin leur a parlé un jour des cryptos. Donc, je crois que c'est pas vraiment une question de diplôme, c'est vraiment déjà s'insérer dans la philosophie. Est-ce que j'ai la culture pour rester dans la philosophie? Parce que c'est très culturel le Web3, qu'on le veuille ou pas. Il y a des grosses valeurs, il y a des valeurs qui sont fortes. Donc ça, je crois que ça va être des points qui sont importants à considérer dessus. Ouais. Je vois. Et du coup, comment est-ce qu'on augmente les compétences des personnes dans les... En sachant les évaluer. c'est ça. En gros... Ouais. C'est quoi déjà la phrase exacte? C'est tout ce qui n'est pas... là où il n'y a pas de métriques, on ne peut pas améliorer. Grosso modo, je ne me rappelle plus c'est quoi la phrase. Ouais, la phrase, c'est... Voilà, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Ouais. Donc, grosso modo, c'est savoir mettre des KPI, savoir mesurer la performance. Ouais, mais au-delà des KPI, en fait, il y a savoir mesurer... Bon, je pense qu'il y a un truc, c'est que tous les techs savent évaluer des compétences tech. Maintenant, il y a toute la partie soft skills. C'est souvent la question, comment je sais où mettre la bonne personne? Ça, c'est la question qui revient le plus. Ça, souvent, où mettre la bonne personne, c'est savoir évaluer des soft skills. Et ça, c'est tout l'enjeu. Je pense qu'il va arriver dans le Web3, parce que comme je t'ai dit, le Web3, c'est aussi décentralisé, c'est la connaissance de soi, donc c'est savoir évaluer, savoir parler de soi. Je te prends un exemple qui est très bateau. On a aujourd'hui le travail, ce qu'on veut dire, collaboratif. D'accord? Moi, quand je travaille sur, par exemple, une analyse des soft skills, je vais dire savoir travailler en équipe et savoir collaborer, c'est un autre niveau. Et pour des personnes, quand ils vont faire des entretiens, ils vont te parler simplement de la partie collaborative. Est-ce que tu as déjà travaillé sur des projets? La personne, oui, j'ai déjà travaillé sur des projets. Non, le travail d'équipe, c'est juste savoir rendre un travail en équipe. Collaborer, c'est savoir partager mon travail. Mais quand tu ne sais pas évaluer, tu vas dire, bon, ça y est, la personne, elle sait collaborer. Non, et après, ça fait des personnes qui intègrent des projets, le manager, il te dit, ah, mais moi, je pensais qu'il savait collaborer et je l'ai mis dans une équipe, je l'ai mis auprès d'un client et il n'a pas réussi. Eh ben non, parce que peut-être qu'il savait travailler en équipe, il ne savait peut-être pas forcément collaborer. Donc, cette partie-là des soft skills, pour moi, dans le Web3 et surtout son évaluation, elle va être primordiale. Ok, d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour augmenter l'engagement ou mesurer l'engagement des gens et ces parties-là? Ce qui reste. C'est quoi ton niveau de turnover? Ok, ça veut dire? Turnover, c'est le nombre de personnes. Ouais, désolé, défini, ouais. Turnover, c'est le nombre... Non, c'est le nombre de personnes qui restent sur ton projet, donc mais ton effectif. C'est le turnover du salarié ou le turnover de la boîte? C'est plus ça ma question sur le turnover. Non, le turnover, ça dépend ce que tu mesures. Ouais. Si tu cherches pour ta boîte, pour savoir est-ce que tu as un niveau d'engagement qui est suffisant, tu vas regarder toi, sur ta boîte. Maintenant, si tu veux savoir est-ce que c'est quelqu'un mais qui change souvent d'entreprise, tu vas regarder lui, la personne. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un red flag ou un green flag, quelqu'un qui sait changer de boîte et qui change de boîte tous les 6 mois? Ça dépend. Ok. Tu as des personnes qui changent beaucoup parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'endroit où ils se sentent bien ou le métier qu'ils veulent faire, mais ça ne fait pas d'eux des personnes incompétentes. Tu vois, c'est peut-être des personnes justement jusqu'à présent qu'on n'a pas réussi à mettre à la bonne place. Ouais. Donc des fois, tu as des surprises en entretien et tu te dis mais t'es pas fait pour ça, t'es fait aussi pour ça. Ok. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le modèle des DAO. On avait un dev, donc il est toujours resté sur des fonctions dev. Le jour où on lui a demandé de venir faire les comptes rendus, il a une plume qui est magique aussi. Dans l'entreprise traditionnelle, il serait peut-être resté que dans une fonction de dev. Et on n'aurait pas exploité une autre compétence qu'il avait. Ok. Et il y a un point que tu voulais que tu aimes particulièrement, qui est la résilience. Du coup, moi, lorsqu'on en a parlé un peu avant, mon point de vue, c'est effectivement, il faut que les employés aient une capacité en moment de crise d'être résilients. Toi, tu as un point de vue totalement différent. Est-ce que tu peux nous exposer un peu ça et nous éclairer par rapport à ça? Moi, je dis ça dépend ce qu'on nomme crise. La crise du Covid, c'était une crise. Il fallait demander de la résilience aux salariés. Par exemple, le personnel soignant, ils ont dû être très résilients. Moi, je viens du secteur de l'aéronautique.
quand on a vécu la crise Covid, je peux t'assurer qu'il fallait qu'on soit résilient. Maintenant, est-ce qu'une crise, ça veut dire s'adapter à son marché? Alors. C'est pas tout le temps. Des fois, il y a juste besoin de s'adapter à son marché. Des fois, il faut gérer des crises. Et je veux juste bien qu'on sache de quoi on parle, parce que les stratégies qu'on va mettre en place, même au niveau RH et au niveau motivationnel, ça va pas être les mêmes. Si tu as besoin des personnes qui savent s'adapter à son marché, vaut mieux créer des systèmes, des écosystèmes équilibrés. Parce qu'on sait que dans l'équilibre, on sait qu'on a une biochimie qui va nous permettre d'aller travailler l'adaptation au marché. Quand tu as une résilience, la résilience, c'est quoi? C'est le retour à la normale après un traumatisme. Ok. En psychologie, c'est ça la résilience. Je conseille tout le monde d'aller voir Boris Cyrulnik, il en parle très bien, il a popularisé le concept. C'est le retour à la normale après un traumatisme. Le retour à la normale après un traumatisme, c'est pas tout le monde déjà qui est capable de revenir à la normale. Ça prend beaucoup de temps. Les stratégies sont différentes à mettre en place. Et on l'a bien vu après la crise Covid-19, le nombre de personnes qui a quitté les entreprises, les nouveaux modèles de travail qu'on a demandés. Pourquoi ? Parce que c'était un vrai choc, c'était un vrai traumatisme ce qui s'est passé. Ouais, totalement. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on nomme crise ? Ça peut arriver parfois. On peut aussi avoir des traumatismes dans des styles de management, des managers qui sont tout le temps aversives, à la fin, ça finit par créer des traumatismes à des salariés. Donc, qu'est-ce qu'on nomme la crise ? C'est quelle est sur quoi on est en train de travailler ? Est-ce qu'on veut des salariés qui savent s'adapter ? Ou est-ce qu'on a réellement une crise et qu'on a besoin de mettre en place des stratégies et des méthodes qui vont répondre pour le retour à la normale ? C'est juste ça mon point, parce que j'entends partout, je veux des salariés résilients, on est dans la résilience. Je pense que l'idée, moi en tant qu'entrepreneur, c'est cette notion de, lorsque je viens développer un projet, lorsque je viens attaquer un marché, j'ai un laps de temps assez court, lié parfois au budget, lié parfois à différentes choses, où pendant ce moment-là, on doit aller vite, on doit développer au maximum, et pour aller vite, il y a un peu cette notion de on peut pas faire des œufs on peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Du coup, il y a forcément cette notion de je veux que mon équipe elle ait cette capacité à me suivre et pas juste tous les 3 matins pleurer et s'arrêter là-dessus quoi. Il y a des écosystèmes équilibrés, vous verrez. Plus facile à dire qu'à faire, parce que qu'est-ce que ça veut dire équilibré ? Comment est-ce qu'on crée de l'équilibre lorsqu'on est sur quelque chose où le focus est par exemple attaquer un marché ou s'assurer de prendre une position sur le marché. Oui, mais toi, parce que tu me parles avec une vision business. Oui. Moi, je te parle avec une vision humaine. Tu comprends ce que je veux dire ? On ne parle pas le même... On parle pas le même langage. Exactement, on ne parle pas le même langage. Moi, quand c'est quelque chose d'équilibré, est-ce que vous avez des salariés qui sont dans un écosystème de travail qui est hyper aversif, qui sont en train de perdre leur temps, en train de libérer de la neuracorde pour être dans le combat et dans la fuite ? Tu comprends ? Et donc, du coup, qui ne vont pas être dans la créativité, dans l'innovation et dans l'adaptabilité. Moi, c'est ça ma vision. Je n'ai pas la même vision que vous. Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir qu'est-ce qui provoque ce contexte aversif ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire ces tensions pour que la personne, elle puisse être un peu soulagée et en plus, on sait que ça inhibe aussi certaines fonctions du cerveau. On ne peut pas être dans la créativité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire redescendre cette pression dans l'écosystème pour qu'on puisse avoir des salariés qui sont, au lieu d'être dans la fuite et dans le combat, ils vont être dans la proactivité et ils vont pouvoir... Parce que, il ne faut pas croire, l'humain, il est super bien fait et on est capable de s'adapter à tout, tu vois. Mais il faut savoir comment est-ce qu'on le fait. Donc, voilà, on ne voit pas sous le même prisme. Mais et je pense que tu as totalement raison sur cet aspect. Moi, aujourd'hui, si je crée un projet, en fait, il faut que les gens t'appellent. Et j'invite tous ceux qui regardent à t'appeler. J'espère que tu seras submergé d'appels suite à ça. Parce que moi, je veux me concentrer sur le fait d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe du aller mieux par rapport à mes équipes pour potentiellement aller plus loin. Parce que... Sinon, même si on va vite, mais qu'on va vite dans le mur... c'est exactement ça. On observe, on répond aux besoins, on regarde ce qu'on a besoin, et vous allez voir, tout le reste après, il suit. Et vous avez de l'engagement, vous pouvez... Tu sais, la meilleure chose, quand tu as des salariés qui sont bien, qui vivent une bonne expérience, c'est des salariés qui vont te recommander.
Et ça, pour moi, ça va être ça, les nouvelles formes aussi de recrutement. Ouais. On vient dans un marché qui est de plus en plus compétitif. Et pour recruter des A-players, comme on aime bien les appeler, faut savoir être sexy et intéressant. Mais attends, tu regardes même les plus grands centres d'innovation, ils font pas beaucoup de communication. Hein. Quand tu es excellent, les gens, ils ont envie de venir travailler avec toi. Après, ils ont aussi des chasseurs de tête, en général. Pour certains profils, c'est obligé, tu es obligé d'aller chasser. Mais en règle générale, tu peux réussir vraiment à fidéliser et à attirer des talents. Hein. Ok. On va revenir un peu sur cette notion, on arrive bientôt vers la fin là, on va revenir un peu sur cette notion de déterminisme technologique. Tu avais commencé à l'aborder. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? En gros, est-ce que l'intégration des RH, elle est vraiment facilitée dans les projets Web3 ? Comment est-ce que tu le mets en place ça ? Alors, ça, c'est sur ça, oui, que je voulais revenir. Parce que aujourd'hui, la technologie, elle a à peu près une dizaine d'années. Donc, elle est très encore, dans les idées, quoi. Elle est très présente. Et souvent, quand j'intègre à des projets, on me dit « Ah, mais attends, tu verras, on va mettre en place la technologie et tu verras, tout va bien se passer. » Mais on a le même truc en ce moment avec l'IA. Ouais, mais c'est... On est d'accord. J'ai mes élèves, il y a un moment, ils font je leur donne un exercice et donc ils font la présentation et ils me parlent de l'IA, mais j'ai l'impression que ça va résoudre tous les problèmes du monde. Oui. On va faire ça avec un modèle d'IA et je leur demande, mais du coup, quel type de modèle ? Est-ce que c'est large language ? Est-ce que c'est IA générative ? Et c'est quoi ? Est-ce que... L'IA. Mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui sort, c'est le top, enfin tout le monde est dans la vibe. Ouais. Et après on dit, oh là là, il y a l'IA, ça va tout remplacer et... ça va tout résoudre. Exactement. Dès que j'ai un problème, je mets IA, en fait il n'y a plus de problème. Ça va résoudre les problèmes du monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce que je disais, le déterminisme. Est-ce que c'est la technologie qui va provoquer des changements sociaux ? Et ce qu'on dit, on a le déterminisme donc, social. Est-ce que c'est l'aspect social qui va permettre de faire des changements technologiques. Donc, on a un peu ce qu'on appelle l'œuf et la poule. En réalité, il n'y a pas de déterminisme social et de déterminisme technologique. Il y a toujours une interaction entre les deux. Et ce qu'on appelle aussi dans la prise de décision, c'est une personne dans un environnement. Donc, c'est les personnes dans leur environnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'assez équilibré. Ce qu'on retrouve dans les projets Web3, c'est qu'ils te parlent toujours de la technologie. Or, les premières enquêtes qui nous reviennent sur le terrain des personnes, c'est de dire, certes, il y a la technologie, mais les méthodes de travail, c'est pas au niveau de après, la technologie. La technologie n'est qu'un, on va dire, un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire, si le travail est toxique, on va juste multiplier du travail toxique. Aussi. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que ça va créer des ruptures, ce qu'on appelle des ruptures de cohérence entre ce que je suis en train de ressentir et ce que je suis en train de voir. Et on sait que plus on va créer de ruptures de cohérence et plus les personnes vont être dans un schéma aversif. Et qu'est-ce qu'on veut dans le Web3 ? On veut que les personnes, on les fidélise, on les fait venir dans le Web3. Est-ce qu'on veut les faire fuir ? Tu vois ? Ouais. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette cohérence entre la partie sociale et la partie technologique. Et tu vois, même dans les projets, des fois, il y en a, ils sont hyper avancés techniquement, mais socialement, il n'est pas. Il y en a qui sont hyper avancés socialement et techniquement, et on voit que ce n'est pas des choses. Et qu'en fait, c'est toujours une interaction entre les deux. Ouais. Et ça, c'est le défi aujourd'hui dans le Web3 à faire comprendre à certaines personnes. Ok, très bien. Je pense qu'on va arriver vers la fin. J'ai une dernière petite question, peut-être deux dernières petites questions sur l'anonymat, parce que dans le Web3, il y a cette grande notion de l'anonymat, ou du moins du pseudonymat. Ouais. Les gens qui se cachent derrière des pseudos et ces DAO qui au final sont gérés par différents types de personnes. Ouais. Comment est-ce que en tant que RH, tu peux gérer si quelqu'un te dit en fait moi j'ai pas envie qu'on connaisse mon identité finale, je suis juste girafe 236. Ça, c'est le problème des KYC. Ok. Tu vois, on le sait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas se KYCiser. Ouais. C'est ça qu'on dit dans des DAO, justement, parce qu'il y a cette question, après, on sait qui je suis. Donc ça, je pense que ça va être un vrai sujet. De toute manière,
on verra comment la régulation sociale elle évoluera de ce côté-là. Aujourd'hui, on sait que c'est pas possible. Si tu veux travailler, tu es obligé déjà d'avoir une structure juridique qui est légalement acceptée. Okay. Il va falloir que le code du travail il s'applique en fonction de cette structure juridique. Okay. Donc ça met beaucoup de bâtons dans les roues. Maintenant, ceux qui ne veulent pas se KYCiser, bon, ils feront ailleurs et autre chose. Mais si on veut respecter le cadre légal, t'as pas le choix. Et est-ce que toutes les DAO, elles sont comme ça? Ou est-ce qu'il y en a qui sortent du lot? Est-ce que c'est encore le Far West? Le Far West, c'est très... c'est le Far West parce que c'est très précoce, en fait, les DAO. Tu sais, même dans le Web3, tu parles à des personnes de DAO, ils y comprennent rien. Ok. Donc, on est très, très early. Même si tout le monde veut créer une DAO aux côtés de son projet, je suis pas sûre que tout le monde comprend ce que c'est une DAO. Je vois. Très bien. Et ma dernière petite question, dans des projets, on a parfois des gens qui sont extrêmement précoces. Comment tu gères? Imaginons il a 16 ans ou il a 15 ans et c'est un crack. Comment tu l'intègres dans ton équipe? Est-ce que tu l'intègres ou tu l'intègres pas lorsque tu sais que en fait, c'est un petit jeune? Je pense que tu as déjà eu le cas. Comment tu as géré? On a des jeunes. Déjà, il faut l'accord des parents. Si on travaille, on n'est pas majeur, il faut l'accord des parents. Ensuite, après, ça dépend comment est-ce qu'ils contribuent. Je sais, ce qui participe juste. Tu sais, il y a des DAO qui se créent, mais en fait, c'est juste des collectifs aussi. C'est pas des DAO où il y a du travail, où il y a de l'argent qui rentre dans les projets. Il y en a, c'est juste de l'idée, c'est des collectifs et des personnes qui sont ensemble. Donc, dans ce cadre-là, oui, les projets jeunes, généralement, c'est dans ces projets-là qu'ils vont. Ok. Mais du coup, est-ce que ça ne ramène pas un nouveau paradigme, des nouvelles difficultés en tant que RH? Parce que là, maintenant, tu dois gérer, en plus déjà de gérer la vie, le fait que tout le monde s'entende bien, le fait de gérer le bien-être et l'équilibre d'une boîte. En plus de tout ça, tu dois gérer qu'en fait, c'est pas illégal et qu'il n'y a pas un petit jeune qui est dedans. Et là... moi, personnellement, j'ai intégré une juriste avec moi. Okay. Je consulte une juriste quand il y a des besoins de situation. Et c'est ça le problème aujourd'hui des projets Web3. C'est que c'est beaucoup déjà aussi, on a des jeunes fondateurs qui ne sont pas du tout au courant. C'est la première fois peut-être qu'ils sont en train de manager une équipe ou de faire grandir une équipe. Donc, ils ne sont pas toujours au courant du cadre légal. Et c'est bien que des fois, on vienne pour venir rappeler les choses. Donc ça, déjà, je pense que c'est à nouveau aussi paradigme dans le Web3. C'est qu'on a des jeunes qui se lancent et comment est-ce que on les accompagne. Donc moi, je sais personnellement que oui, j'ai intégré une partie juridique que je consulte quand il y a des besoins. Ok. Et pour finir, tu nous as pas beaucoup parlé de Brain RH. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce que tu fais et comment les gens peuvent travailler avec toi simplement? Ouais. Écoute, moi j'ai créé Brain RH. Au début, c'était pas du tout dans le Web3 et finalement très vite ça arrivé dans le Web3 au vu de mes activités et de comment ça se développait. Et en fait, j'ai intégré tout ce qui est la question justement des écosystèmes de travail. Et c'est comment est-ce qu'on crée les meilleurs écosystèmes de travail avec ce que je t'ai expliqué, la dimension psychologique et la dimension aussi neuroscientifique. Et c'est ça, c'est comment on attire et on fidélise des talents. Ça peut être des entreprises qui sont en croissance, en développement, des projets qui ont besoin de faire aussi des audits. Parce qu'on voit aussi, tu sais, quand on va faire une levée de fonds, aujourd'hui, les investisseurs, ils ont besoin de savoir c'est qui derrière le projet. On n'a plus autant d'argent qu'on pouvait l'avoir avant. Donc, qui est derrière le projet, comment il fonctionne ce projet. Et ça aussi, c'est une dimension qu'on intègre dans les audits des écosystèmes de travail. Ok, formidable. Donc, ils n'ont plus qu'à te retrouver sur LinkedIn, on mettra les liens. Et oui, allez lire aussi ce que je fais parce que... Il y a du très bon boulot, la preuve en est. Et merci beaucoup en tout cas pour ce moment. C'était vraiment riche, j'ai énormément appris. Avec plaisir. J'aime bien, à chaque fois dans le podcast, j'ai l'impression... je suis souvent la personne la plus bête de la table, donc c'est assez cool, ça me fait grandir et j'espère que ça vous fait grandir aussi. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et ensemble, lançons l'effet domino. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like. Et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h
En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao!